Bonjour à tous, c'est Lucie Pacro. Bienvenue sur le podcast Retour à l'instant T, le podcast qui met en lumière vos histoires les plus surprenantes. Le podcast revient pour cette 5e saison, alors tenez-vous prêts, nous embarquons pour 7 histoires en mer qui vous feront naviguer des mers les plus nordiques aux mers du Sud, à travers les glaces jusqu'aux îles caribéennes, bravant des tempêtes, des naufrages ou encore des départs de feu en bateau à voile. Bateau-stoppeurs, régatiers, skippers, navigateurs occasionnels et vrais passionnés, je vous propose de découvrir ces 7 récits d'aventure où ces femmes et ces hommes nous partagent leur goût pour le large. Aucune expérience requise, installez-vous confortablement et laissez-vous porter par le bruit des vagues. Dans cet épisode, nous embarquons aux côtés de Luc et mettons le cap sur les pôles. Une première expédition vers l'Antarctique, suivie d'une exploration des mers du Nord. Aventurier, curieux et passionné, il saisit chaque occasion d'explorer de nouvelles contrées, avec comme toujours son lot de péripéties et d'imprévus. Salut Luc! Salut Lucie. Merci beaucoup d'avoir accepté de me raconter ton histoire à mon micro. Je suis ravie de te recevoir aujourd'hui sur le podcast. Et moi je suis ravi de te recevoir chez moi directement. Et merci pour l'invitation. Et d'ailleurs le boboon végétarien était très bon. Est-ce que tu pourrais, pour que les auditeurs te connaissent un peu mieux, te présenter en quelques mots s'il te plaît? Je suis Luc, j'ai grandi en Drôme et on va dire que j'ai eu envie de découvrir, de vivre quelques expériences et du coup ça m'a amené à sortir de mon département auquel je suis très attaché et à vivre quelques aventures dont je crois que je vais vous parler pendant ces échanges. Est-ce que tu pourrais du coup, peut-être pour mettre un contexte avant de nous raconter l'aventure plus précisément, me dire quels sont tes premiers débuts sur l'eau, sur la mer, comment cette histoire passionnelle a commencé? Alors, du coup, en Drôme, l'eau qu'on a, c'est des fleuves et il y a du coup pas du tout d'accès à l'océan ni à la mer. Du coup, j'ai pas du tout, c'est pas un contexte familial ou un contexte d'enfance qui m'a amené à la voile. C'est plutôt une envie d'explorer. Ça m'a appelé en fait, ça m'a intrigué. C'est un peu l'appel de ces grands espaces, mais finalement, du coup, c'est quand j'avais 20 ans, du coup, que j'ai pu m'initier à cet univers. Après une formation de 2 ans dans l'environnement, j'ai pris une année sabbatique et j'avais du coup ce projet de me mettre à la voile. Et donc, j'ai eu la chance de rencontrer quelqu'un qui avait son grand-père qui avait un bateau. Et du coup, donc c'était une super opportunité pour commencer à m'initier à la voile. Et donc, donc je vais jusqu'à Fréjus, dans le sud de la France. On embarque sur le bateau, on va faire un mouillage, donc on va mettre l'ancre dans la baie de Saint-Tropez. Et jusque-là, tout se passe bien, etc. Et en fait, pendant la nuit, le vent se lève de plus en plus fort, ce qui fait que l'ancre commence à chasser, à déraper. Et du coup, si on fait rien, le bateau va se retrouver sur la plage, il va se retrouver posé sur le sable. Et du coup, la solution, c'est de lever l'ancre et mettre le moteur pour partir. Sauf que c'est à ce moment que le moteur nous lâche. Et donc, on se retrouve à dériver et aller vers la plage. Donc, on remet quand même l'ancre. Mais on sent que voilà, ça va arriver. Et du coup, on appelle la SNSM, c'est les secouristes de la mer. Et le temps qu'ils arrivent, le bateau était complètement posé sur le sable. Donc ils viennent quand même avec un bateau remorque donc, pour nous pousser et nous sortir du sable. Et en fait, plutôt que de réussir à faire ça, eh ben, ils ont fait une voie d'eau, donc un trou dans la coque, qui fait que le bateau prenait l'eau. Et du coup, donc après, il fallait trouver des pompes pour enlever plus d'eau qui en rentrait. Sauf que là, c'était encore le temps que ça se mette en place, etc. L'eau, elle rentre. On met une pompe, deux pompes, trois pompes, et finalement, ça continue toujours à rentrer. Et finalement, le bateau, alors qu'il était seulement posé sur le sable, il a pris l'eau et finalement, il s'est couché et il s'est complètement submergé par l'eau. Vous avez coulé.
Et du coup, on a coulé le bateau du grand-père, qui était un beau bateau de 14 mètres que papy, du coup, utilisait pour sa retraite. Et du coup, ben, les boules et première expérience comme ça. Vous avez fait comment la SNSM, ils vous ont fait monter à bord et... Du coup, la SNSM nous a fait monter sur le bateau remorque. Et du coup, on a laissé le bateau sur place. Et plusieurs jours après, il y a un organisme qui est venu récupérer le bateau et il a fini sur un cimetière à bateau. Donc, première expérience. Très bien. Est-ce que les autres, j'espère, étaient plus sereines? Mais je ne suis pas certaine. Raconte-nous. Oui, c'est vrai que du coup, donc faut savoir que j'avais 20 ans, j'avais soif d'aventure et du coup, j'avais envie de naviguer, etc. Et du coup, bon, je me dis, je vais quand même pas m'arrêter sur une mauvaise aventure. Et du coup, donc, je traîne un peu sur la Bourse aux équipiers, qui est un site qui permet de trouver des annonces pour embarquer sur des bateaux de particuliers. Et là, je vois une autre annonce assez alléchante aussi, où c'est Dominique, qui est aussi un retraité et qui a mis toutes ses billes dans une jonque de Malaisie. Donc, c'est un bateau en bois avec deux mâts qui vient de Malaisie, comme son nom l'indique. Du coup, c'est un beau bateau et en plus, il est en couple avec une femme qui a aussi un bateau plus moderne en plastique et leur projet, c'est de partir vivre l'aventure avec ces deux bateaux. Sachant aussi que donc c'est un plongeur, donc il a aussi des bouteilles de plongée, etc. Bref, on fait connaissance, c'est super sympa, on passe un bon moment, etc. Et du coup, vient le moment où on commence à préparer le bateau pour partir d'abord vers les Canaries. Puis après, potentiellement, si ça se passe bien, continuer et faire la traversée atlantique. Il faut savoir aussi que c'était un peu des 68 heures, en mode débrouille au quotidien. Et donc, ils ne voulaient pas forcément payer un port. Donc, ils étaient au mouillage autour du Gros du Roi, en Camargue. Et en fait, donc, on prépare le bateau, tout se passe bien. Et on dit que ça serait sympa pour fêter le grand départ, d'aller au port du Gros du Roi pour faire une fête de départ. Et puis après, partir... avec l'énergie de cette fête, etc. Du coup, donc on fait la route pour aller jusqu'à ce port. Donc il faut savoir que c'est un pont qui se met sur le côté pour pouvoir rentrer dans le port du Cours du Roi. Et du coup, c'est une sorte de chenal. Et au moment où on s'engage dans ce pont, il y a un autre bateau qui s'engage en même temps. Et en fait, sur les jonques de Malaisie, il n'y a pas de tirant d'eau, ce qui fait qu'ils partent aussi très vite sur le côté. Et en fait, on passe pas forcément très très bien au même moment. Il manque un peu d'espace, donc on a dû se rabattre vers la droite. Et en fait, le bateau perd complètement le contrôle. Et en fait, on tape finalement le pont, ce qui font que les haubans, les câbles qui tiennent le mât se cassent. Et le bateau était fissuré à la base. Et du coup, deuxième mésaventure. Comment elle s'est finie cette histoire-là? Le mât s'est cassé? Et du coup, le mât s'est fissuré à la base, donc il est cassé. Et du coup, le bateau, on dit programme, tout le programme est tombé à l'eau. Et du coup, on était les deux bateaux prêts, on avait une belle équipe d'équipiers motivés pour partir, etc. Et en fait, en l'instant d'une seconde, tout de nouveau s'arrête. Et voilà. Et du coup, ça fait 3-4 mois que je suis en année sabbatique, que j'essaye de trouver, on va dire, un peu de sens, etc. à mon année sabbatique. Et puis finalement, j'ai que des mésaventures. Et aussi, j'avais voyagé au Laos à vélo. Donc ça, c'était avant de prendre mon année sabbatique. Et je m'étais retrouvé dans un endroit perdu, super intéressant, dans un village Hmong animiste, etc. Et du coup, je me suis dit, si la navigation, ça marche pas, je vais retourner au Laos parce que c'était une expérience aussi assez incroyable. Plutôt que de rester que quelques jours, je vais rester quelques semaines et essayer de découvrir plus en profondeur la culture dans laquelle j'étais. Et du coup, je me suis aussi dit, tiens, je prends pour finir mon année sabbatique pour aller là-bas. Du coup, j'ai pris un avion aussi pour voyager jusqu'à là-bas. Et en fait, c'était un village Hmong, oui, sauf qu'il faut savoir que les Hmong ont été missionnés par les Français pour cultiver de l'opium. Et du coup, il y avait des hectares d'opium autour du village. Et du coup, en fait, je pense qu'ils m'ont pris pour un trafiquant d'opium. Et du coup, en fait, j'ai été un peu dissuadé de retourner dans ce village. Du coup, j'étais un peu désemparé. Et finalement, je suis parti.
Et au bout de 5 jours, je suis rentré en France parce que ce plan-là marchait pas. Et en fait, en partant, j'avais bien sûr zéro contact. Donc, j'ai voulu retourner dans ce village, mais du coup, j'avais pas les contacts et j'étais poursuivi par quelqu'un qui fait que j'étais pas trop à l'aise de retourner dans ce village où je savais qu'il y avait de l'opium. Et du coup, je suis rentré en France. Et du coup, c'était la succession de mes aventures pour recommencer mon année sabbatique. Et ça faisait donc 3-4 mois que j'étais à rien faire. Du coup, j'ai bossé à l'usine pour me faire un peu de thunes, des trucs comme ça. Bref, voilà, c'était plein de mes aventures. Et finalement, j'ai pu trouver, donc ça c'est vraiment très intéressant, sur la bourse d'équipiers, il y a des annonces. Et il y a aussi des annonces de convoyage, donc c'est amener un bateau neuf d'un point A à un point B. Là, il y a un skipper qui est payé, un skipper professionnel qui est missionné pour faire ce voyage. Et il va chercher des équipiers pour l'accompagner. Et donc, dans certains ports de France, notamment sur la côte atlantique, il y a des ports où en fait les bateaux neufs sont mis au pont et les bateaux en question partent aux quatre coins du monde. Et là, j'ai trouvé un bateau qui partait de La Rochelle jusqu'au Gour-du-Roi. Donc le Gour-du-Roi, c'est là où j'avais fait le dématage. Et du coup, bien sûr, je dis pas au skipper que j'ai eu que des mésaventures avant. Le skipper accepte de m'embarquer. Et là, on part et on fait 8 jours de La Rochelle au Gour-du-Roi sans aucune encombre. Tout se passe même très bien. Et c'est là que le capitaine me dit que dans une semaine, il a une nouvelle mission. Il part à nouveau de La Rochelle jusqu'à Istanbul. Et du coup, il me propose de venir avec lui et j'accepte. Et finalement, mon année sabbatique prendra la forme d'un tour d'Europe où je suis parti de La Rochelle jusqu'à Istanbul sur un catamaran. Et la veille du départ de La Rochelle, j'avais vu un vélo que j'ai embarqué dans ma cabine et je suis rentré à vélo. Donc La Rochelle, Istanbul en voilier, Istanbul, La Rochelle à vélo. Enfin non, t'es pas retourné à La Rochelle d'ailleurs. Si, non, j'ai fait une boucle. L'idée c'était de faire une boucle. Complète. Ok, génial. Donc ensuite tu retournes en cours la rentrée d'après. Je termine cette boucle et 2 jours après, je suis le cul posé sur une chaise et je reprends des études. Et là, je fais pendant plusieurs années une pause de la voile. Et j'ai toujours cette envie d'approfondir la voile en fait. Donc je reprends une deuxième année sabbatique, puis une troisième. Et pendant ces 2 années sabbatiques, en fait, ça a commencé par une proposition pour faire... donc en fait, il faut savoir qu'il y a plein de façons de voyager et potentiellement pas forcément qui coûtent de l'argent. C'est quand on trouve les plans qui permettent de se débrouiller comme ça. Et là, c'était pour faire les cours du CNED. Donc le CNED, c'est l'école pour les enfants à distance. Et il y a quelques familles qui voyagent avec leurs enfants sur leur voilier. Et pour que les enfants ne soient pas déscolarisés, ils font les cours du CNED sur le bateau. Et ça arrive qu'ils cherchent des équipiers, pas avec des compétences de voile, mais avec une envie de faire les cours aux enfants. Et en l'occurrence, c'était ça qui était prévu sur un bateau. Donc là, j'embarque au Cap-Vert pour faire les cours du CNED, sauf que sur le papier, c'est très chouette encore une fois. T'es nourri, t'es logé et tu fais les cours à distance. Mais en fait, c'était très compliqué avec le capitaine. Faut savoir que bon, il y a plein de typologies sociales et c'est très intéressant, mais c'est quand même beaucoup des hommes qui sont capitaines et qui imposent un peu leurs règles. Et là, c'était un monsieur qui était très sexiste, qui était très possessif, homophobe, égocentré. Bref, et du coup, donc plutôt une mauvaise aventure, encore une fois. Et du coup, ça m'a remis un peu le pied à l'étrier. Donc t'as navigué avec eux du Cap-Vert à quelque part ou? Du Cap-Vert au Cap-Vert dans les îles en fait, les îles au vent. Donc c'est toute la partie des îles au nord du Cap-Vert. Et finalement, du coup, je pars du bateau. Parce qu'en fait, j'avais trouvé un autre plan de bateau. Il faut savoir que en Afrique de l'Ouest aussi, il y a quelques bateaux qui passent. Par exemple, à Dakar, il y a le club de voile de Dakar. En Gambie, il y a un endroit qui est assez connu pour les marins. Et j'avais trouvé un plan pour traverser de Gambie jusqu'en Uruguay. Il s'est avéré que ce plan était foireux et que le bateau n'est jamais parti car il était cassé. Mais j'avais toujours du coup ce projet-là qui commençait à grandir de traverser l'Atlantique. Mais pas vraiment d'opportunités, etc. Et finalement, du coup, je rentre en France et je refais un convoyage, donc toujours sur le site de la Bourse d'équipiers. Là, le plan qui était assez chouette,
c'était de partir encore une fois de La Rochelle et de terminer en Uruguay à Punta del Este sur un bateau neuf de France jusqu'en Uruguay. C'était un bateau de 42 pieds, donc ça fait 12 mètres. C'était la première fois que je naviguais sur un monocoque. Du coup, c'était intéressant de découvrir cette forme de navigation. Et je connaissais que le catamaran, donc avec 2 coques. Et là, en fait, avec un monocoque, on est beaucoup plus sensible aux éléments. Plutôt que d'avoir que le mouvement du devant du bateau vers l'arrière du bateau, on a aussi les mouvements latéraux qui rentrent en jeu. Et c'est encore plus remuant, si je peux dire. Et on a encore plus ce sentiment de faire partie des éléments. Et ça, c'est vraiment très agréable comme sensation. Donc, on part jusqu'aux Canaries. Donc, en fait, on fait 8 jours que à 2 en mer. Et c'est la première fois aussi que je naviguais que à 2. Et c'était une belle expérience de dépassement de soi parce que à 2, en fait, il faut toujours avoir quelqu'un de réveillé sur le bateau pour réagir en cas de problème. Et du coup, donc, c'est un peu du dépassement de soi, tout le temps, de s'alterner pour être en forme sur le bateau et réagir aux besoins. Mais du coup, tout se passe bien et on fait du coup d'une traite jusqu'à Gran Canaria, aux Canaries. Là, une équipière nous rejoint et surtout, ce qui est de très chouette, c'est qu'on va rencontrer un bateau, Tanana, qui part jusqu'en Antarctique. Jusqu'alors, en fait, je savais pas qu'il y avait des bateaux qui partaient aussi au sud. Et du coup, ça m'intrigue énormément et ça commence à ouvrir quelques portes dans ma tête. Mais pour l'instant, on est juste à l'instant T, au moment des rencontres, et ça match assez bien. Et surtout, on fait un bout de route en commun, sachant que du coup, ce bateau Tanana et nous-mêmes, on va jusqu'à Rio de Janeiro. Et après, nous, on continue et ce bateau aussi. Donc, c'était une première rencontre infortuite. Donc après, on traverse encore une semaine, on va jusqu'au Cap-Vert. Là, c'est encore une belle navigation, cette fois-ci à 3. C'est très, très... Voilà, c'est des moments un peu coupés du temps, très, très chouettes, où on a du temps pour faire ce qu'on a envie, cuisiner, pêcher, lire, écouter des podcasts, tout ce qu'on veut. Et au Cap-Vert, du coup, on se prépare. Donc, il faut savoir aussi que c'est un convoyage. Donc, pour schématiser, il y a convoyage et plaisance. Convoyage, donc, c'est amener un bateau neuf d'un point A à un point B. Et ça veut dire qu'on paye quelqu'un et qu'il y a un impératif de livraison, de timing. Et du coup, ce qui fait qu'on a le grand convoyage de La Rochelle jusqu'en Uruguay, c'était assez rapide. On a mis 45 jours pour faire, je pense qu'on a été dans les 12-13 000 km. Donc on a passé quasiment l'essentiel du temps en mer. Et à chaque fois qu'on fait une pause, l'idée c'est de réparer le bateau si besoin et préparer le bateau pour la suite, notamment en termes de course. Et du coup, donc on arrive à Mindelo, donc c'est pas en mode on prend le temps de se balader, nanana, c'est en mode on refait des courses, on se repose un peu, et puis après on repart pour la grande traversée jusqu'à Rio de Janeiro. Et donc là, on a fait une traversée atlantique de 18 jours. On est parti plein sud, et on a réussi à se faufiler à travers les poteaux noirs. Donc poteaux noirs, une zone dans l'Atlantique où les vents s'annulent parce qu'ils arrivent en frontale de 2 sens différents. Et du coup, ça fait qu'il n'y a pas de vent. Mais du coup, on arrive à se faufiler, à passer à travers. On passe l'équateur. Et en fait, il y a une tradition, c'est quand on passe l'équateur, en fait, on boit un petit verre d'alcool. Et sauf que là, on l'a passé en fait pendant la nuit, ou plutôt pendant le lever du soleil en début de matinée. Et du coup, à ce moment-là, il y avait une des équipières qui était en charge de faire le quart. Et elle nous réveille avec du coup un verre de punch au coco et une fondue chocolat aux fruits. Donc c'était juste incroyable d'être tout seul, perdu dans l'Atlantique, en train de passer l'équateur. Et cerise sur le gâteau, je mets les deux traînes. Donc c'est ce qu'on met derrière le bateau qui traîne pour pêcher des poissons. Et en fait, à peine j'ai eu le temps de mettre ces 2 traînes à l'eau, qu'on a un thasard et une dorade coryphène qui mordent, des beaux poissons de plus de 70 cm.
Et du coup, c'est un moment vraiment genre intemporel où du coup, il est 7h du matin, on boit un cocktail, on a une fondue chocolat et en plus on vient de pêcher des poissons à l'instant quoi. Même si finalement ça faisait trop de poissons par rapport à notre capacité à les manger, donc on a relâché le tazar. C'est comme un barracuda, mais moins commun. Voilà, donc la transat se passe bien. On passe le long de l'archipel de Fernando de Noronha. Donc c'est un archipel qui a plusieurs de centaines de kilomètres des côtes brésiliennes, dans l'Atlantique. C'est très très chouette. C'est vraiment un caillou tropical avec tout ce qu'on peut imaginer. On commence aussi à voir des oiseaux côtiers, donc on voit des frégates. C'est un gros oiseau noir avec une gorge rouge. On voit les oiseaux de la côte et du coup ça veut dire qu'on commence à arriver, parce que c'est aussi les oiseaux, c'est aussi des indicateurs en fait. Selon telle espèce, on sait qu'on est plus ou moins loin des côtes. On se rapproche des côtes et puis on descend toute la côte brésilienne jusqu'à un cap, et après au niveau de ce cap en fait il faut tourner sur la droite et on arrive après à Rio après encore une journée de navigation. Et nous en fait on a eu la chance d'arriver de nuit à Rio, ce qui fait qu'en fait il faut imaginer qu'on longe la côte, c'est déjà très très beau, c'est des lumières incroyables, et puis on commence à apercevoir Rio de très loin, et puis en fait on s'en rapproche, c'est plein de lumière, il y a le Cristobal, la grande statue de Rio aussi qui est illuminée. Et du coup, on arrive de nuit, on se met dans une marina, le Yacht Club de Rio, qui est au pied du pain de sucre aussi. Donc c'est aussi un des symboles de Rio. Et donc on a la chance de découvrir de nuit et de voir tout ça. C'était un moment assez magique. Et du coup, on repasse 2-3 jours à Rio. 2-3 jours de piraterie déjà parce qu'on n'a pas fait les documents d'immigration. Donc officiellement, on n'a jamais été au Brésil. Et 2-3 jours aussi pour quand même un peu profiter de Rio. Et puis avant de repartir pour la dernière ligne droite jusqu'en Uruguay. Et du coup, on part de Rio la journée. Et pareil, c'est assez incroyable d'avoir cette vue depuis la mer avec les symboles de Rio, la plage de Copacabana, les montagnes autour. Et puis aussi, il y a des petites îles autour de Rio. Du coup, on passe à travers les petites îles et puis on contemple aussi de jour la vue comme ça. Et on va jusqu'à Punta del Este. Donc, on va dire, c'est une ville balnéaire côtière d'Uruguay. Et en fait, c'est la destination finale. Donc, on met encore 8 jours de navigation pour aller jusqu'à là-bas. On commence à voir aussi une faune aussi qui est en train de changer. On commence à voir des lions de mer qu'on n'avait pas au Brésil. Et puis on commence aussi à aller vers le sud. Et en fait, en parallèle de mon voyage, notamment sur les villes-étapes, en fait, j'avais pu prendre contact avec un navigateur suisse qui cherchait à embarquer des équipiers pour descendre jusqu'à Ushuaia. Donc là, c'est un particulier, c'est un plaisancier. Et pour l'histoire, donc c'est un Suisse qui a une trentaine d'années dépassé et qui travaillait en Chine, qui avait envie de quitter tout ça. Et donc il a acheté un vélo, il a pédalé jusqu'en Afrique du Sud. Et en Afrique du Sud, il s'est formé, il a passé un diplôme de skipper, donc le Yacht Master, c'est la formation en anglais internationale. Et il s'est mis à la voile pour la première fois, il a acheté un bateau de fabrication sud-africaine, un Lavranos 34. Et il a eu pour projet de voyager et faire une boucle, en fait, boucler sa boucle et rentrer en Chine sur son bateau. Et justement, la fameuse île de Fernando de Noronha. Donc au début, il pensait aller jusqu'aux Caraïbes, faire un peu comme tout le monde. Et sur la route entre l'Afrique du Sud et les Caraïbes, il y a cet archipel brésilien. Il y va, il mouille. Finalement, dans ce mouillage, il rencontre d'autres navigateurs, dont un navigateur polaire, et qui lui dit que en fait les Caraïbes c'est un peu une destination on va dire beaucoup naviguée, mais que s'il veut vivre des aventures il faut qu'il aille plutôt vers les pôles. Et c'est là qu'il commence à avoir une graine qui germe dans sa tête. Et finalement il y a aussi le Covid qui arrive, il se retrouve sur un chantier naval au Brésil. Il laisse son bateau et pour le temps de faire quelques réparations, etc. Et puis finalement, il décide de l'équiper pour aller dans le sud,
Donc, faut savoir que c'était un bateau de base de régate, un bateau de course, qui est pas du tout fait pour aller dans les pôles, mais du coup, il adapte pour naviguer dans les pôles. Et donc, il cherchait un équipier pour descendre, l'accompagner jusqu'à Ushuaia. Et finalement, quelques jours après mon arrivée en Uruguay, j'embarque sur ce bateau pour une nouvelle aventure qui m'amènera d'Uruguay jusqu'à Ushuaia, donc toute la côte patagonique jusqu'à Ushuaia. Et là, du coup, c'était 1 mois et demi de bateau. Cette fois-ci, en prenant plus le temps, avec un bateau plus petit et donc plus sensible aux éléments. Et là, du coup, on a fait plusieurs navigations de 2, 3 jusqu'à 4, 5 jours. Donc, c'est des sauts de puce le long de la côte argentine. Enfin, d'abord d'Uruguay jusqu'au nord de l'Argentine, à Mar del Plata. Et après, 3 ou 4 étapes pour aller dans le sud. Sachant que du coup, on passe tous les parallèles vers les 40e, 50e. Et on se retrouve à arriver à l'île des États, une île argentine très très sauvage où il n'y a qu'une base militaire. Et déjà, en fait, on a eu quelques péripéties. En fait, pour arriver jusqu'à là-bas, on avait 3-4 jours de navigation. On savait qu'on allait essuyer du mauvais temps, mais on ne savait pas que ça allait prendre une telle ampleur. Finalement, en fait, on a un moment où on est en fin de nuit, où le vent commence à être vraiment très très fort et il commence à y avoir des vagues, etc. Et du coup, les 3 équipiers, on est dans le cockpit voilà, être là aux aguets, à essayer de manœuvrer le bateau. En fait, il y a un moment où le capitaine a voulu aller aux toilettes pour pisser. Et du coup, il se détache du cockpit et c'est au même moment qu'il y a une vague assez, une grosse vague qui vient et qui se casse contre l'arrière du bateau. Ça fait que le capitaine qui était plus attaché, parce que quand c'est un peu craignos, faut qu'on s'attache. C'est là qu'il a été projeté d'un bord à l'autre du bateau. Et en fait, il a réussi à pas passer par-dessus bord en se retenant dans les haubans. Sinon, ça aurait été terminé pour lui. Donc c'était un peu un moment craignos. Et du coup, après, en plus, le capitaine était un peu en état de choc, etc. Donc c'était un moment, ouais, pas évident, mais qu'on a quand même surmonté. T'étais seule avec lui? Avec une troisième équipière qui doit rejoindre l'Uruguay. Et là, du coup, c'était c'est un moment un peu pas facile. Et finalement, du coup, on arrive à passer à travers ce mauvais temps. Et on arrive à l'île des États. Peut-être qu'il y a des personnes qui connaissent le phare du bout du monde à La Rochelle. C'est une réplique du phare du bout du monde qui est sur l'île des États. Et du coup, c'est comme son nom l'indique, on est dans un bout du monde. Il y a une sorte de crique où on passe devant ce phare qui est, bien sûr, il y a plus de gardiens. C'est un phare un peu mythique. Jules Verne en parle. Et du coup, donc on rentre dans cette baie et puis on fait Noël ici, un peu vraiment perdu de tout. Et après, en fait, on savait encore qu'il y avait du mauvais temps qui allait venir. Du coup, on s'est rapproché de la base militaire et on savait qu'il y avait une bouée fixée au fond qui allait nous permettre de nous accrocher et d'être en sécurité pendant les intempéries. Du coup, on est resté peut-être 4-5 jours sur l'île des États. Les États, en fait, c'est une des îles du sud de Terre de Feu qui est le sud de l'Argentine. Et après, l'île principale où il y a Ushuaia, c'est Isla Grande. Et du coup, on a navigué de l'île des États à Isla Grande. Et sur la route, on avait identifié une zone de mouillage dans une baie. Et du coup, donc, c'est là-bas qu'on va pour passer le jour de l'an, même si on s'est fait rincer, donc on n'a pas fait grand-chose du jour de l'an. Mais du coup, on a mouillé là-bas. Et en fait, on a rencontré un ermite. Donc il faut savoir que l'Argentine, et comme beaucoup de pays d'Amérique latine, c'est des pays qui ont été colonisés par l'Espagne. Et une des méthodes de colonisation, c'est les haciendas, donc c'est des grands corps de ferme. Du coup, c'est pour extraire des revenus de ces zones agricoles. Et donc, à Isla Grande, il y avait ça aussi. Sauf qu'il y a eu un incendie dans cette hacienda. Et du coup, tout le monde était parti.
Cette hacienda qui avait brûlé était réhabilitée par un ermite qui vivait là depuis 2-3 ans en autarcie. Mais c'était une rencontre assez extraordinaire d'un Argentin qui avait beaucoup voyagé aussi à vélo. Il avait fait Argentine et Amérique du Nord à vélo. Et puis il vivait, donc il chassait et pêchait. Et c'était c'était une rencontre un peu extraordinaire de cette aventure. L'hacienda en question, il y avait donc ça marche beaucoup sur l'élevage, notamment de bœufs. Quand la ferme a brûlé, ils sont redevenus sauvages, ces taureaux. Et du coup, il nous a montré ces techniques de chasse aux taureaux. Et après, il y a le fameux canal de Beagle, le canal qui permet d'accéder à Ushuaia. Et de là-bas, après, j'ai été redébarqué. En fait, quand on est arrivé à Ushuaia, on s'est retrouvé sur un ponton avec plein de voiliers qui sont à couple, donc qui sont collés les uns aux autres. On est finalement à l'extrémité de plusieurs bateaux à couple. Et du coup, pour aller sur le ponton, on passe sur les autres bateaux. Et c'est comme ça qu'on fait très naturellement plein de rencontres. Et en fait, on se rend compte qu'il y a des marins des 4 coins du monde. Donc il y a un bateau qui venait d'Alaska et qui s'était retrouvé à Ushuaia. La personne avec qui on était à couple, c'est un Allemand qui faisait le tour d'Amérique du Sud sur son bateau. Bref, du coup, c'est un petit monde d'aventuriers des 4 coins du monde. Et en fait, surtout, on se rend compte qu'il y en a une bonne partie aussi qui vient ici pour descendre en Antarctique. Et du coup, avec Véronique, l'équipière avec qui je suis descendu du Uruguay, on s'est dit que ça serait intéressant d'essayer de trouver aussi un bateau sur lequel embarquer pour aller en Antarctique. On a commencé à faire le tour des bateaux et très vite, en moins d'un jour, j'ai eu 2 opportunités. Soit d'embarquer sur un des bateaux qui était collé à nous, à couple, et qui en fait, c'est un Allemand qui faisait le tour de l'Amérique du Sud, qui était parti des Caraïbes, qui avait pris le canal de Panama, descendu la côte Pacifique, qui partait au Malouine et qui voulait revenir aux Caraïbes. Et ce qui est assez drôle aussi, c'est que le bateau croisé aux Canaries, Tanana, en fait, on s'est croisé tout du long de manière non prévue. Mais en fait, on s'est recroisé du coup aussi au Cap-Vert, à Rio. Et là, on se recroise aussi à Ushuaia. En fait, il était là, mais il n'était pas prêt à partir tout de suite en Antarctique parce que il a eu quelques difficultés sur la route. Mais voilà, suite à la tournée des bateaux sur le ponton, on rencontre en fait un des capitaines qui, 30 ans plus tôt, avait donné des cours de voile à l'équipière avec qui j'étais descendu jusqu'à Ushuaia. Véronique. Véronique. Donc ça nous a fait un terrain d'accroche et de là on a réussi à sympathiser et il nous a autorisé à embarquer avec lui jusqu'en péninsule antarctique, donc c'était super chouette. Donc là, de là, on part pour 4 jours de traversée. On longe le Cap Horn, on prend le passage du Drake qui nous amène jusqu'en péninsule antarctique, où en fait, il faut imaginer que déjà, l'Antarctique, c'est un continent terrestre et avec de la glace au-dessus. Et en fait, il y a cette péninsule qui remonte dans des latitudes un peu plus au nord du reste de l'Antarctique. Et cette péninsule, c'est aussi plein de petits cailloux d'archipels. Ça fait plus d'un siècle et demi qu'il y a des baleiniers, des navigateurs qui vont là-bas justement parce que c'est une zone aussi qui a un climat très propice à la faune. Donc on retrouve du krill jusqu'aux baleines. Et du coup, c'est très très riche d'aller jusqu'à là-bas. Donc on traverse le passage du Drake et on se retrouve dans un mouillage. Donc on arrive la nuit, mais il fait jour parce que c'est à des latitudes où il fait tout le jour pendant l'été. Et après, de là, il y a plusieurs endroits qui sont connus pour aller au mouillage et il y a aussi pas mal de bases scientifiques. Donc il y a certaines qui sont abandonnées. Donc on a été dans une base scientifique argentine qui était abandonnée. Après, on a aussi été dans une base scientifique anglaise, une autre ukrainienne. Et voilà, du coup, on fait un grand tour. Personnellement, du coup, je suis très intéressé par la mégafaune et la faune en général. Et le super prédateur de l'océan, c'est les orques. Je sais que le long de la côte argentine, il y a vraiment des zones qui sont connues pour abriter des orques, et notamment ici parce elles ont un comportement spécial où elles se jettent sur la plage pour essayer d'aller chasser des otaries. On est passé pas très loin de cette zone en bateau, donc je le guettais énormément. Et on a vu des orques, mais très loin du bateau, à 200 mètres en fait, où on voit des dorsales de plus d'1 mètre qui sortent de l'eau. Et en fait, on ne peut pas se tromper parce que c'est vraiment reconnaissable quand on voit ça.
Mais du coup, c'était un moment très furtif, lointain, etc. Et du coup, pendant toute cette aventure en Antarctique aussi, pendant les 2 premières semaines et demie, on n'a pas vu d'orques. Et quasiment le jour où on devait rentrer vers Ushuaia, on a un des équipiers qui voit très très au loin ce qui pensait être des orques. Et du coup, on change le cap pour s'en rapprocher. Et en fait, plus on avance, plus l'hypothèse se confirme. C'est des orques qui, en plus d'être des orques, qui est déjà extraordinaire, étaient tout à fait joueurs avec le bateau. Et du coup, donc c'était toute une famille. Il y avait un grand mâle plutôt à l'extérieur du groupe. Et après, des femelles avec leur bébé. C'est un moment un peu d'interaction avec le bateau. Par exemple, il y a une femelle avec son bébé orque qui est passé à 30 mètres du bateau. On a le gros mâle aussi qui est venu jouer avec la coque du bateau. Et du coup, c'était un moment vraiment magique. En plus d'avoir eu cette interaction, le cadre, le paysage, en fait, quand on regarde autour, c'est un archipel d'îles avec des cathédrales de glace, donc c'est très très beau. Avec des formes toujours différentes, des hauteurs différentes, des nuances de blanc et de transparence différentes. Et du coup, c'est vraiment un cadre magique. Et en plus, on a eu la chance d'avoir cette rencontre avec les orques. Et aussi, un des autres trucs très très chouettes dans ce genre d'endroit, c'est, j'ai un peu évoqué les cathédrales de glace, etc. Mais il y a aussi, ce que je disais, toute la chaîne alimentaire en fait qui s'épanouit dans ces paysages. Et il y a aussi des saisons avec des animaux qui viennent selon les saisons. Donc là, c'était la saison des baleines et c'est arrivé qu'on ait une dizaine de baleines autour du bateau, assez proches, qui tantôt remontent à la verticale pour chasser le krill ou même avoir. C'était aussi donc au tout début, par exemple, on n'avait pas les léopards de mer et ils sont arrivés pendant qu'on y était. Il y a aussi une sous-espèce d'otarie, de lion de mer qui vient en Antarctique. Et voilà, donc on a découvert. C'était beau aussi de voir tous ces animaux. On a aussi découvert les oiseaux spécifiques à ces zones. Donc ça faisait quelques temps qu'on était accompagné par les albatros, mais plus spécifiquement en Antarctique, on a pu voir les kioni, on a pu voir des sternes antarctiques, plein d'espèces vraiment très très chouettes, et puis bien sûr les espèces de manchots. Faut savoir que sur la côte patagonique, il y a déjà des espèces de manchots, le manchot de Magellan. Mais après, en Antarctique, il y a d'autres espèces comme le manchot Adélie. Bref, du coup, c'était très très beau aussi de voir tout ça. Et la traversée retour vers Ushuaia, c'était assez difficile. On a dû attendre quelques jours avant d'avoir un créneau météo. Et on a encore vu un groupe d'orques sur la traversée. Et du coup, c'était vraiment magique. Trop bien. Et là, c'est terminé ton aventure dans les mers du Sud? Ouais. Ouais, c'est ça. Après, du coup, retour à Ushuaia et puis retour en France. Et avec du coup cette expérience dans un des pôles, avec cette amorce d'émerveillement par les pôles, et du coup l'envie de découvrir aussi d'autres endroits de glace, et du coup le projet qui arrivait de changer de pôle et d'essayer de trouver un embarquement dans l'autre pôle vers au-dessus du cercle arctique. Et du coup, ce périple de France en Antarctique, c'était de fin 2022 à début 2023. Et après, j'ai repris des études. Du coup, donc pour l'année 2024, donc pour l'été qui vient de passer, j'avais pour projet de partir cette fois-ci vers le nord. J'ai joué les cartes toujours de la bourse aux équipiers. Et j'ai pu trouver comme ça un premier capitaine, une rencontre chez lui, dans les montagnes, et c'était plutôt une belle première rencontre. Il ne pouvait pas me promettre de m'embarquer. Du coup, j'ai continué à chercher et j'ai trouvé un autre embarquement. C'est un bateau en fait, donc c'est l'histoire d'un capitaine
qui voulait partir de Bretagne pour aller jusqu'au Groenland. Et en fait, c'était la 3e tentative qu'il faisait. Donc c'est quelqu'un de assez déterminé. Donc il s'appelle Philippe Vicario. Il a aussi fait quelques courses. Mais du coup, donc il voulait faire sa 3e tentative pour aller jusqu'au Groenland. Et il cherchait quelqu'un pour l'accompagner pour la première partie du voyage de France jusqu'en Islande. Et moi, du coup, je me suis dit que c'était une belle voie d'entrée pour faire le chemin vers l'Arctique. Du coup, j'ai embarqué sur ce bateau. C'était une super expérience. On est passé par la Bretagne, par le nord de l'Écosse, par les îles Féroé et on a terminé en Islande. Et sur la route, en plus, on a croisé des amis du capitaine qui partaient vers Nuuk, la capitale du Groenland. Et du coup, c'était des retraités qui avaient fait ce voyage 30 ans plus tôt avec leurs enfants et qui voulaient revivre l'expérience 30 ans après. Je leur ai demandé s'ils pouvaient m'embarquer, ils m'ont dit oui. Donc c'était déjà une super promesse de suite de voyage. Mais le premier capitaine avec qui j'avais première rencontre qui s'était bien passée et qui partait en fait pour la 3e fois jusqu'au Svalbard a repris contact avec moi. Et m'a dit, en fait, il y a une place sur mon bateau. Si tu veux, tu peux me rejoindre du Svalbard. Donc le Svalbard, c'est l'archipel qui est au nord de la Norvège. Donc on a les 3 pays scandinaves qui font l'île au nord de l'Europe. Et après, tout au nord à 1000 km au large du nord de la Norvège, on a l'archipel du Svalbard. Et pour le coup, c'est plus du tout la Norvège comme on l'imagine. Un archipel de glace avec plus d'ours polaires que d'habitants. Et du coup, donc l'idée c'était de rejoindre le capitaine au Svalbard, traverser à Jan Mayen, qui est un caillou norvégien entre le Groenland et le Svalbard, et aller au Scorbensund, qui est le plus grand fjord au niveau mondial, qui se trouve au Groenland. Bref, je me dis que c'est une super opportunité de navigation. Du coup, j'ai pas eu d'autre choix pour rejoindre le bateau que de réserver un avion pour faire d'Islande jusqu'au Svalbard. Et en fait, je réserve mon billet d'avion et pendant une semaine, du coup, je termine de faire mon voyage jusqu'en Islande, j'arrive, etc. Et en fait, en arrivant en Islande, il s'avère que le capitaine donc le voilier s'appelle Utopie. Comme je disais, donc c'est la 3e saison qui passe dans le nord. Il connaît quand même bien cet endroit. En attendant que j'arrive, il avait déjà des amis sur son bateau et il est parti au 80e parallèle nord, donc tout au nord de l'Svalbard. Et en fait, d'un seul coup, son bateau s'est cassé sans qu'il tape quoi que ce soit. Le safran, en fait, s'est désolidarisé de la barre. Du coup, le bateau avait aucune manœuvrabilité. Et donc, il commençait à dériver sans pouvoir faire quoi que ce soit. Donc, il déclenche un appel à l'aide. Et là, un bateau vient l'aider, le remorquer et le ramener sur une base scientifique qui s'appelle Ny-Ålesund au Svalbard. Et en fait, il a réussi de là-bas à réparer son bateau. Mais le plan initial qui était d'embarquer ensemble pour aller jusqu'au Groenland était plus envisageable du fait du bateau qui était à moitié cassé. Et donc, finalement, j'avais quand même bien envie de trouver le capitaine avec qui j'avais eu un super bon feeling et d'embarquer sur le bateau. Mais ce qu'on a fait, plutôt que de faire le plan initial Svalbard, Jan Mayen, Groenland, c'est qu'on est rentré de France directement des Svalbard, en prenant 1 mois et demi quand même pour se balader un peu au sud du Svalbard, dans les fjords. Et après, tous les fjords norvégiens et le nord de l'Écosse et retour en France. Ce qui était aussi assez génial, c'est que c'est un capitaine qui vient de la montagne et qui est très sportif, qui a un bateau, qui a avec lui du coup tout ce qu'il faut pour faire de l'escalade, pour faire de l'alpinisme, de la pêche, de la chasse sous-marine. Et du coup, c'est vraiment un bateau qui est équipé pour kiffer la vie en extérieur. Et du coup, on a pu quelquefois s'aventurer en dehors du bateau, faire des belles randonnées, des trucs comme ça. Est-ce que tu sais pourquoi t'as été autant attiré par autant le pôle sud, d'aller vers l'Antarctique, autant vers le Groenland? Pourquoi t'as cherché un peu à te mettre vers les pôles, à ton avis? Du coup, c'est des zones assez reculées, assez sauvages, assez rudes aussi, assez vastes. Et du coup, c'est entraînant. Ces grands espaces un peu sauvages. Et puis aussi, il y a, en tant qu'amoureux de la faune,
On a tout un tas d'espèces qu'on verrait jamais ailleurs et c'est des paysages aussi splendides. Du coup, le Svalbard, c'est quand même jusqu'au 80e parallèle nord. Mais il y a le Gulf Stream en fait qui remonte jusqu'au Svalbard, ce qui fait qu'il y a un climat qui est plus chaud que le reste de ces latitudes ailleurs sur Terre. Mais ça reste froid, mais ça reste au-dessus de la moyenne. Par contre, à l'inverse, la côte est du Groenland, il y a un courant qui vient du pôle Nord directement, ce qui fait que pour le coup, on a beau être à la même latitude, voire un peu en dessous, et ben tout le paysage est encore plus glacial, encore plus aride. Et pour le coup, le Svalbard, c'est aussi plein de fjords avec des glaciers énormes qui font plusieurs dizaines de mètres sur plusieurs kilomètres. Mais le Scorbisund, le Groenland Est, c'est encore plus accentué. Alors du coup, j'y suis pas allé, donc je parle de choses que je connais pas, désolé. Mais je sais que c'est encore plus des cathédrales de glace et c'est pour ça que je voulais un peu m'aventurer par là-bas. Enfin, on se sent tout petit, quoi. Et c'est beau. Et c'est beau d'être mis un peu à cette place de petites choses qui fait son petit parcours de vie sur Terre. Du coup, plus largement, est-ce que tu sais pour quelles raisons tu aimes naviguer et te retrouver sur l'eau? Je pense que c'est des moments de reconnexion où en fait on est obligé de vivre l'instant présent. On est obligé de vivre l'instant présent et d'être présent pour lui et de se centrer un peu sur soi, sur ce qu'on veut faire, comment on se sent aussi. Parce qu'en fait, il n'y a pas d'autre chose à faire et du coup, c'est super. Parce que du coup, c'est des moments aussi où on peut développer plein de choses, mais notamment juste la contemplation. En fait, on pourrait penser que le paysage en mer est très monotone, mais en fait, c'est pas du tout le cas. Au niveau de l'eau, du vent, du ciel, il y a plein de critères de différence. Ça pousse aussi à être plus attentif à tout ça. Et c'est super important, je pense, d'être plus conscient de son environnement. Et du coup, je crois que c'est ça que j'aime le plus. On se sent aussi vivre, tout simplement, en fait. C'est compliqué à expliquer, mais on se sent connecté à l'instant présent et happé par l'énergie de l'océan. Et puis c'est aussi tous ces visiteurs surprises qui font aussi la magie de la mer, avoir les dauphins, mais pas que. Un des moments aussi les plus chouettes, puisque du coup, derrière tout ce que j'ai évoqué, c'est des centaines et des centaines de jours de navigation et aussi probablement une centaine de nuits en passé en mer. Et c'est aussi très, très impressionnant dans le sens, pas tellement de la peur, mais parce qu'on est impressionné par la petitesse de ce qu'on est en fait. Et ça, c'est très très beau aussi comme sentiment de se sentir juste un petit être humain sur une coquille qui traverse. C'est très chouette. Et pareil aussi, la magie des quarts de nuit, c'est un moment où on est tout seul sur le bateau, on doit être vigilant sur ce qui va se passer. Mais c'est aussi un moment où du coup on profite du paysage, on a sous le cycle lunaire qui passe au gré du jour et c'est très très beau comme moment. C'est ça aussi, je pense, qui m'a donné l'amour de tout ça. Ça restera toujours un moyen, le bateau, je suis pas un mordu de bateau, je cherche pas à faire la course, mais c'est un moyen de traverser des zones reculées et de profiter de ces zones tout en étant autonome parce qu'un bateau derrière ça en fait c'est la caravane des mers. On peut être autonome en termes d'énergie, on peut avoir des panneaux solaires, on peut avoir des éoliennes, on peut pêcher sur la route, on peut aussi prendre pas mal de stock pour avoir des réserves et passer beaucoup de temps loin de tout. Et c'est ça aussi une des beautés du bateau. Et moi, je suis pas là pour faire de la vitesse ou pour. L'idée, c'est avant tout d'avoir le moyen du bateau qui permette de vivre des aventures. C'est vraiment le prétexte. C'est comme. Voilà, c'est pas. J'ai jamais fait de course et j'ai jamais appris la théorie de navigation. C'est juste le plaisir de pouvoir traverser des paysages incroyables. Et c'est ça que permet le bateau. Et aussi, c'est vrai qu'il y a tout un tas de stéréotypes par rapport au bateau et qui est en partie vrai. Le stéréotype principal, c'est que c'est un monde
de gens qui ont de la thune. Et pour un bon nombre de personnes, c'est le cas, etc. Mais il y a aussi tout un autre pan où c'est des personnes très débrouillardes qui, avec le prix d'une voiture, quelques milliers d'euros, 2-3 000 euros, on peut acheter un bateau, le retaper et à partir de là, vivre un peu en mode caravane des mers, vivre des aventures. Et c'est aussi intéressant de voir cet autre monde de la voile, de la débrouillardise, et du coup tout un tas d'inspiration aussi à aller chercher de ce côté-là, je pense, qui permettent de réinventer la voile et de sortir de ces clichés. Trop bien. Bah écoute, merci beaucoup pour ton partage, pour cet épisode enregistré ensemble. Les auditeurs, j'espère que vous ne vous en serez pas rendu compte, mais on a eu pas mal de galères sur cet enregistrement et je pense qu'on en est à la 8e prise. Merci pour ta patience et pour avoir toujours repris pour me raconter tes expériences de navigation et avoir partagé ça aux auditeurs. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous souhaitez poser une question à mon invité du jour et découvrir sa réponse dans le prochain épisode, je vous invite à me retrouver sur Instagram sur le compte Instanté Podcast. Vous y trouverez plein d'informations complémentaires à l'épisode, telles que des photos de cette aventure ou des mini-reportages sur les sujets qui sont évoqués. Et en attendant le prochain récit à la voile, laissez-moi un commentaire ou une note pour soutenir le podcast. À bientôt!